À reprise du débat, l'honorable député de Berthier-Maskinongé. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais spécifier au départ que je vais partager mon temps avec ma collègue d'Avignon, la métisse Matane Matapédia. Écoutez, on est devant une question très grave. Des référendums qui sont organisés dans les territoires occupés par l'armée. C'est pas rien. Vous savez, on en a eu quelques-uns au Québec, des référendums. On ne parle pas du tout de la même chose. On a eu des référendums démocratiques, bien sûr, avec quelques irrégularités financières dans le deuxième. On pourrait en parler longtemps, mais on n'est vraiment pas dans la même zone. Comment aller reconnaître la légitimité d'un référendum tenu à la pointe du fusil, Monsieur le Président? 4 régions viennent d'annoncer les résultats de ces pseudo-référendums, comme le dit le président Zelensky. Zaporizhia, 93 %. C'est populaire. Kherson, c'est le moins élevé, 87 %. N'importe quel politicien du Québec et du Canada qui obtiendrait 87 % du vote dans une élection, ce serait un demi-dieu. Dans le Lugansk, 98 %. Dans le Donetsk, 99 %. Ça ressemble en fait au pourcentage obtenu lors des élections russes pour le président Poutine. Des scores astronomiques, totalement irréalistes, qui démontrent la facette falsifiée de cette démarche-là. J'appelle mes collègues députés pour qu'on continue d'aller dans le même sens. Je pense que depuis le début qu'on parle sur l'Ukraine, on parle du conflit d'Ukraine, il y a une belle unanimité en cette Chambre, mais peut-être qu'on pourrait faire davantage. Moi, j'ai vécu, comme vous tous, l'allocution du président Zelensky à la Chambre, et je vais vous faire une confidence, Monsieur le Président, j'ai vécu ça de façon un peu surréaliste. Puis à un moment donné, en prenant une distance d'observation de la scène qui se déroulait devant mes yeux, où tout le monde disait sa fermeté dans le soutien à l'Ukraine, mais où tout le monde aussi disait qu'on ne pouvait pas tant faire plus. Pas à moi, aujourd'hui, à décider que l'Ukraine sera dans l'OTAN, Monsieur le Président. C'est pas à moi à décider si on fait plus, mais je nous demande de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire davantage. Je pense que depuis le début, on fait beaucoup, plus que la plupart des pays, en tout cas que plusieurs pays. On est devant une situation qui est tellement épouvantable. Imaginez-vous, il est, je ne sais pas quelle heure dans la journée, mettons 9 h le matin, ça cogne à la porte. C'est 3-4 soldats russes, mitraillette à la main, qui vous invitent à venir participer à l'exercice démocratique du référendum pour savoir si vous voulez vous joindre à la Grande Russie. Imaginez que dans les semaines précédentes, l'école du quartier a été détruite par les bombardements. Imaginez que vous avez vu brûler l'hôpital. Imaginez que vous avez vu mourir votre frère, votre père, votre oncle. Imaginez que vous connaissez plusieurs femmes qui ont été violentées, violées. Des enfants qui ont été blessés, amputés de membres ou qui sont décédés. Mettez tout ça dans le contexte, là. On vient de cogner à votre porte, puis on vous demande d'aller voter, puis vous êtes escorté par des militaires russes. C'est ça le vote. Les votes qui ont eu lieu, c'est ça, Monsieur le Président. C'est une démarche désespérée d'un président de la Russie qui est démuni, qui se voit devant l'échec militaire, parce que, heureusement, il y a l'espoir. Puis dans ces moments difficiles-là de l'humanité, c'est à ça qu'il faut se raccrocher. Il y a l'espoir. Les troupes ukrainiennes gagnent du terrain. La ville de Liman, entre autres, a été reprise récemment. Donc, c'est un geste désespéré
d'un despote qui désire légitimiser ses actes répréhensibles. Et ça, je nous prépare à le vivre. Ce sera une justification des prochains gestes. Quels seront ces prochains gestes, Monsieur le Président? Bien sûr, on a brandi la menace nucléaire. Bon. Est-ce que ça se peut? Est-ce que ça se peut pas? Est-ce qu'on doit en avoir peur? Assurément, on doit en avoir peur. Parce que la guerre nucléaire est une guerre qui ne pourra jamais être gagnée et qui ne doit donc jamais être menée. J'ai lu ça dans un article tantôt. Malheureusement, je n'ai pas noté de qui. Mais je vous confesse que ce n'est pas de moi. Mais j'ai trouvé la phrase très brillante et je décide de vous la répéter ici aujourd'hui. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on augmente notre support. Vous savez, les Russes, pas les Russes, mais le gouvernement russe, parce qu'il ne faut pas commettre l'erreur de généraliser à ce que chaque individu russe est un méchant. Les autorités russes ont agi de façon mesquine, mal intentionnée, entre autres en bombardant le port d'Odessa, en bloquant les exportations de grains de l'Ukraine et ainsi en s'attaquant à la sécurité alimentaire mondiale. Vous savez, au Comité permanent de l'agriculture agroalimentaire, on a reçu plusieurs élus ukrainiens dans notre étude sur l'insécurité alimentaire mondiale qui sont venus nous faire état de la situation. Et j'ai appris avec horreur que, entre autres, les infrastructures de stockage de grains avaient été ciblées par les bombardements russes. Alors, quand on fait la guerre, ça, c'est la politique de la terre brûlée. Pour quiconque connaît un peu les techniques militaires, on va s'assurer que les gens crèvent de faim pour les affaiblir. C'est quoi notre réaction par rapport à ça, Monsieur le Président? De voir un gouvernement qui menace de couper l'approvisionnement en énergie de plusieurs pays européens, qui le réduit en volume de façon très importante. On se souviendra tous de la polémique de la fameuse turbine qui devait être réparée. Puis une fois réparée puis expédiée, finalement, elle n'était pas installée puis ça ne pressait pas tant que ça. Donc, nous avons affaire à un régime de chantage et d'intimidation devant lequel il ne faut pas céder un iota. Il faut s'assurer que l'ensemble des territoires ukrainiens occupés soient restitués à l'Ukraine. J'ai inclus là-dedans la Crimée. Vous savez, s'il y a une leçon à retenir de cette guerre-là, Monsieur le Président, c'est qu'on a laissé faire. La Crimée, c'est 2014. Moi, j'ai enseigné pendant 25 ans au secondaire, puis j'ai enseigné l'histoire, l'éducation, la citoyenneté. Puis je me souviens, au moment de la Crimée, puis j'en ai parlé avec mes élèves à chaque année, puis je ne veux pas faire peur à personne, mais je faisais un parallèle avec des régimes qui nous ont amenés dans la Seconde Guerre mondiale au niveau de la technique, au niveau du processus. On commence par un premier territoire. Oh, on n'a pas trop d'opposition, parfait, on attend une couple d'années. Oh, on va aller ailleurs. Oh, on va se trouver un nouveau prétexte. Je pense que nous devons tirer les leçons que l'histoire nous a apprises, Monsieur le Président. Au moment où on se parle, la communauté internationale, dans son entièreté, amène au calme. Et même l'ambassadeur de Chine a déclaré, a appelé à respecter les frontières de tous les pays. Le message qu'on doit envoyer à nos amis ukrainiens, ces gens qui, je veux vous le rappeler, ont participé aussi à développer notre territoire. Beaucoup dans l'Ouest canadien, mais aussi on a une communauté ukrainienne au Québec qui est importante. Ces gens-là, nous ne devons pas les laisser tomber. J'entrevois un gouvernement russe qui va essayer de mobiliser des civils ukrainiens dans ces régions-là, prétendant que ce sont maintenant des territoires russes, pour les conscrire et les forcer à aller se battre contre leurs frères et leurs sœurs dans le restant du territoire ukrainien. Soyons fermes et disons non. Merci.
Questions et commentaires, questions and comments. The Honourable Parliamentary Secretary to the Government House Leader. Yes, Mr. Speaker, the member made reference to, I think, a very interesting point when he talked about differentiating the government of Russia versus the people of Russia. And if we take a look at it, my understanding is that there are literally thousands of Russian residents that were wanting to flee Russia. And I say that because I don't believe, given all the propaganda tools that are out there at the hands of the Russian regime, that even the people of Russia, I'm still not convinced, have a full understanding of what has actually taken place. I say that, and the question to the member is, can he provide his thoughts on the importance of social media and the impact that might actually be at play? L'honorable député de Berthier-Masquinongé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie le secrétaire parlementaire pour sa question. Oui, effectivement, les citoyens russes tentent de fuir actuellement. Ils sont même refoulés à certaines frontières, de ce que j'ai compris. Je trouve ça quand même dommage, parce que les populations civiles ne sont jamais coupables des crimes de leurs dirigeants. Quand on parle des médias sociaux, effectivement, la propagande risque d'y être importante. Malheureusement, le peuple russe n'a pas accès à l'information pure et objective de l'extérieur. Il y a plusieurs médias qui sont filtrés. Et là est le danger. Et moi, j'ai entendu des histoires d'horreur de gens de même famille qui ne se croyaient pas l'un l'autre parce qu'ils n'avaient pas la même version de l'histoire. Donc, c'est important d'utiliser ces médias-là, mais il faudrait peut-être, je ne sais pas si c'est possible, de faire en sorte de redonner accès à l'information au peuple russe. Mais d'ici là, on doit maintenir la ligne dure face à ce régime épouvantable. Questions et commentaires, questions and comments.